Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de votre JT. Comment l'entrepreneuriat, l'innovation et l'investissement jouent un rôle moteur dans la protection de l'océan. Des solutions innovantes ont été présentées lors de l'Ocean Innovators Platform. Elles seront à découvrir dans quelques instants. Ce mercredi 20 mars marque l'arrivée du printemps. C'est également la journée internationale du bonheur. Une notion difficile à définir, mais que nous allons explorer avec le philosophe Raphaël Enthoven. Monaco est un bassin d'emploi très attractif et propose de nombreuses perspectives professionnelles. C'est en ce sens que la Jeune Chambre économique a organisé dernièrement une formation intitulée « Travailler et embaucher en principauté ». Et puis à la fin de ce journal, nous nous intéresserons à cette tendance que de nombreux Français ont adoptée dans leur mode de vie alimentaire. Le végétarisme comprenait s'arrêter de manger de la viande. Nous en discuterons avec le chef étoilé Aurélien Véco de l'hôtel Belle-Rive à Juan-les-Pins. Vous le savez, cette semaine est dédiée à l'océan en principauté. Après la Monaco Blue Initiative, c'est au tour de la Monaco Ocean Week d'aborder les solutions pour protéger et conserver ce milieu marin. La Fondation Prince Albert II, co-organisateur de cet événement, a également rassemblé des décideurs, des investisseurs, des hommes d'affaires lors de l'Ocean Innovators Platform. Objectif, promouvoir les meilleures solutions innovantes déjà existantes. Vanessa Dessy vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Hugo Comassa. Couvrant plus de 70% de la surface de la planète, l'océan est aujourd'hui menacé par de nombreuses pressions, comme les effets du changement climatique, les pollutions et la surexploitation des ressources marines. À l'occasion de la Monaco Ocean Week, des acteurs clés du monde de la mer partagent leur analyse. Les technologies de pointe et les solutions innovantes visent à mettre en évidence le rôle essentiel de l'entrepreneuriat et de l'investissement, afin de développer une économie bleue durable. On a vraiment pour objectif de donner une tribune à des innovations qu'on considère être les plus prometteuses. Mais surtout, on veut connecter ces innovations à des investisseurs parce que pour augmenter l'impact, il faut le passer à échelle. Et pour le faire, on a besoin de fonds. Donc on a aujourd'hui 200 participants, 70% d'investisseurs, donc c'est assez prometteur. Les solutions, elles sont déjà présentes. L'idée, c'est plutôt de les faire grandir. Notre objectif, c'est de connecter des investisseurs à impact qui ont cette volonté de soutenir financièrement des sociétés qui portent des solutions qui ont un impact sur le plastique, sur l'aquaculture durable ou sur la gestion des aires marines protégées. Les échanges ont permis de mettre en lumière différentes solutions comme Seeds qui luttent contre la pollution plastique des océans grâce à un système innovant de collecte de plastique fluvial. La start-up italienne offre un service complet pour concevoir, produire et installer des barrières fluviales capables de collecter jusqu'à 100% des déchets macroplastiques, le tout avec un système intégré pour trier, gérer et valoriser tous les matériaux collectés. L'80% delle plastiche che entra nell'oceano proviene in realtà dai fiumi. Diciamo che purtroppo non basta una soluzione, ma serve un approccio sistemico e soluzioni a diversi livelli, quindi tecnologie che si fermano i rifiuti nei fiumi, tecnologie che ancora più a monte evitano che i rifiuti finiscano nei fiumi, tecnologie che migliorano la qualità della plastica, la rendono più riciclabile oppure che deriva da fonti organiche e tecnologie che migliorano ad esempio la riciclabilità dei prodotti, ad esempio evitando poliaccoppiati o cose del genere laddove è possibile. Dialogue et échanges fructueux entre parties prenantes de haut niveau et de divers horizons. La Monaco Ocean Week se poursuit jusqu'à vendredi. Oui, et de nombreux rendez-vous vont ponctuer cette Monaco Ocean Week qui mobilise la principauté. À Monaco Tech, par exemple, hier, les lieux accueillaient une conférence intitulée Océan en lumière, une sensibilisation à la sauvegarde de l'océan à travers l'art et l'économie et la science. Le professeur Denis Allemand, Nathalie Ilmy du Centre scientifique de Monaco ainsi que Rachid Benchawir, fondateur de Corallio Tech, en étaient les intervenants. Cette conférence présentait également les œuvres de Sandrine Slacmont, qui signe ses peintures sous le nom de Slacky, toutes inspirées des fonds marins. Ce 20 mars marque le début du printemps, c'est aussi la journée internationale du bonheur, un concept plutôt abstrait et subjectif, mais surtout
très philosophique. Avant d'en parler avec notre invité, le philosophe Raphaël Enthoven, nous avons voulu savoir quelle était votre propre définition du bonheur. Théo Schumer et Thomas Deus vous ont posé la question. Le bonheur, l'amitié, la famille, l'amour, voilà. Eh ben, c'est que tout aille bien et que tout se passe bien. La santé. L'argent, les femmes, les enfants. C'est la sérénité et la tranquillité, je pense. C'est celle qu'on recherche tout. D'être en vie et en bonne santé déjà. Et après, c'est quoi le bonheur? Vivre ici. Pour moi, le bonheur, c'est de pouvoir partager des bons moments avec mes amis, mes familles, ouais. Donc c'est ça. C'est un bon résumé. Ouais. Et pour vous? Je suis espagnol, je parle pas français. Je peux traduire? Que para ti, ¿qué es la felicidad? La felicidad es hacer lo que quieres en todo momento. Ok, il dit que pour lui, le bonheur, c'est être libre de faire ce que tu veux dans tout le moment. Le bonheur, c'est se rendre compte qu'on a beaucoup de chance et pouvoir en faire profiter les autres. C'est la fête, c'est les amis. Voilà. Le bonheur, c'est l'entente, le sport, le amis, travail, la Côte d'Azur, le soleil. Et voilà. Le beau temps. Pour vous, c'est quoi le bonheur? Je crois qu'on a la réponse, non? Oui, tout à fait. C'est ça, et ce qu'il y a derrière. Merci, monsieur. Vous l'avez entendu, donc chacun sa propre définition du bonheur, une notion que nous allons développer avec notre invité Raphaël Enthoven. Le philosophe l'avait traité l'an dernier lorsqu'il s'était mesuré à ChatGPT sur une épreuve de philosophie du baccalauréat sur le thème "Le bonheur est-il une affaire de raison?". Il l'évoque d'ailleurs dans son dernier ouvrage "L'esprit artificiel" aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Raphaël Enthoven. Bonsoir. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Première question, comment définir le bonheur? Cela reste un objectif humain fondamental, on a l'impression. Humain, fondamental, peut-être. En tout cas, c'est un objectif individuel. Nous n'avons pas la même idée du bonheur, vous et moi, par exemple, parce que nous n'avons pas la même vie. Donc on ne se fait pas la même idée du bonheur. Ce qui fait que un homme politique, par exemple, ou une femme politique, qui se présenterait à des élections en se disant le candidat du bonheur, devrait nous inspirer de la méfiance. Parce qu'alors, il nous imposerait une idée du bonheur qui n'est forcément pas la nôtre. La définition la plus simple qu'on puisse donner du bonheur, c'est la définition qu'en donnent des penseurs comme Schopenhauer, par exemple, c'est que le bonheur, c'est tout simplement la négation de la douleur. C'est le caillou qu'on retire de la chaussure. Autrement dit, le bonheur est uniquement, c'est le souvenir de la migraine qui vous rend heureux de ne plus l'avoir. Donc le bonheur, c'est l'ombre portée d'un vieux malheur enfin estompé. Est-ce que c'est plus un idéal qu'une réalité? Non, c'est pas un idéal. C'est pas un idéal. Le bonheur n'est pas un idéal. Oh, le bonheur collectif, le bonheur mondial est un idéal. Mais le bonheur individuel n'est pas un idéal. Le bonheur individuel n'est pas une utopie. Et le bonheur est exclusivement individuel. Il ne peut pas être collectif. On ne peut pas penser un bonheur collectif. C'est en soi une contradiction dans les termes, puisque ce qui fait notre bonheur, c'est la conformité de la vie aux exigences d'un individu, au désir d'un individu, à la personnalité d'une personne. Donc, le bonheur n'est pas un idéal. En revanche, il n'est pas dit qu'on y parvienne dans le temps de la vie. Pour une raison très simple. C'est qu'on peut pas être heureux sans regretter aussitôt de ne plus l'être bientôt. On peut pas être heureux sans se dire « dépêche-toi, ça va pas durer ». On a l'impression des fois qu'on a peur du bonheur parce que il est fugace, il peut nous échapper parfois. Et surtout parce que, comme dirait Stendhal, le bonheur c'est de monter les escaliers. C'est-à-dire, que reste-t-il du bonheur une fois qu'on a donné le premier baiser? Que reste-t-il du bonheur une fois qu'on a franchi toutes les étapes qui nous en séparaient? Que reste-t-il du bonheur? C'est comme, que reste-t-il de l'amour une fois qu'on a dit je t'aime? Autrement dit, le bonheur, c'est tout le paradoxe du bonheur, est infiniment désirable et en même temps, il s'épuise dans sa consommation. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Aristote disait que c'était le but ultime de tous. Oui, Aristote le disait dans une perspective où il identifiait le bonheur également à l'autarcie, à l'idéal d'un souverain bien. C'était une définition métaphysique du bonheur qui correspondait aussi, je crois, à d'autres préoccupations politiques. Ce qu'on a appelé la modernité, pour le dire vite, c'est le remplacement du bonheur par la liberté.
C'est-à-dire, c'est le remplacement d'un système censé garantir le bonheur ou le bien, par exemple, par un système dont l'unique ambition est de permettre la coexistence des libertés entre elles. Nous avons changé d'époque depuis le propos d'Aristote, c'est-à-dire qu'on est passé dans ce qu'on appelle la modernité, et l'ambition du politique n'est plus de faire le bonheur de tous, comme s'il n'y avait qu'un bonheur pour tous, mais c'est de permettre à chacun d'être libre et s'il en fait le choix, d'être heureux. On parle souvent de quête du bonheur aussi. Oui. Oui, mais c'est une quête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une quête du bonheur. Le bonheur, dirait Camus, c'est d'être capable de manger le fruit qui est à portée de main alors qu'il est à portée de main. Parce que la vraie difficulté dans la vie, ça n'est pas de manger le fruit qui est à portée de main. Enfin, plus exactement, la vraie difficulté dans la vie, c'est de manger le fruit qui est à portée de main. C'est-à-dire, c'est de se satisfaire de ce qu'on a sous le nez. C'est de se satisfaire de ce qu'on a sous la main. C'est de vivre content. La vraie difficulté, c'est ça. C'est beaucoup plus facile de se dire « Oh, le fruit est trop vert, j'en aurai un meilleur plus tard », ou bien de chercher dans l'au-delà, dans un au-delà imaginaire, des raisons d'être heureux à jamais. Non, le bonheur, c'est la consommation d'un bonheur qui en lui-même est détruit par le fait d'être consommé. Et c'est en cela que le bonheur n'est pas une quête. Le bonheur, c'est la victoire sur soi-même que remporte un individu quand il choisit d'être heureux alors que la vie n'a aucun sens. On l'a bien compris, hein, chacun est libre de l'interprétation du bonheur, hein, selon ses préférences, selon ses goûts et la réalisation de ses désirs, Raphaël Enthoven. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il naît du bonheur. C'est pour ça que Kant se méfiait des pensées du bonheur, parce qu'il dit le bonheur est un idéal empirique. C'est un idéal du sujet empirique, c'est-à-dire de l'individu particulier que nous sommes. On se fait pas la même idée du bonheur parce qu'on n'a pas la même vie. En cela, encore une fois, il ne peut pas être un projet collectif ni une quête générale. C'est juste l'ambition suprême d'un individu qui refuse de son vivant de laisser à la mort un pouce de terrain. Et c'est sur cette parole que se conclut cet entretien. Merci beaucoup, Raphaël Enthoven, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info pour parler de cette notion du bonheur à l'occasion de sa journée internationale. Merci. Merci. Après les particuliers, l'arrêt du cuivre concerne désormais les entreprises de la principauté. Monaco Télécom a tenu un point presse aujourd'hui pour rappeler aux sociétés la démarche à réaliser avant fin juillet. Et elle est importante et urgente. Sans celle-ci, les entreprises verront leur offre coupée. Plus d'explications du directeur de Monaco Télécom, Martin Perronnet. Il est interrogé par Christina Thomel. Toutes les entreprises, quasiment aujourd'hui, ont un besoin vital de pouvoir communiquer avec l'extérieur, notamment sur Internet. Fin juillet, il n'y aura plus d'Internet par le cuivre dans les entreprises à Monaco. C'est déjà le cas pour les particuliers depuis le 31 décembre. Et là, ce sera le cas aussi pour les entreprises. Il en reste encore un certain nombre à passer. Hein. On parle de 800 connexions encore à transformer en fibre. C'est tout à fait possible de le faire. Il y en a plus de 3000 qui sont déjà passés à la fibre. C'est tout à fait possible, mais il faut absolument l'anticiper. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas qu'on arrive et qu'on branche le nouveau réseau. Il faut également que l'ensemble des équipements qui sont derrière ce réseau, qui sont dans l'entreprise, soient reconfigurés pour leur dire qu'il faut bien se communiquer avec cette nouvelle box. Il y a deux éléments. D'abord, il y a la configuration du réseau, on va dire, qui se branche sur Internet. Ça, c'est pas très compliqué, mais il faut la disponibilité de son intégrateur parce que il y a des petites modifications de configuration à faire. Mais puis il y a surtout aussi tous les centraux téléphoniques à mettre à jour. Enfin, pas tous, mais ceux qui ne sont pas aujourd'hui branchés sur ce qu'on appelle de l'IP, il faut les mettre à jour. Et ça, pour ça, en fonction, si vous avez un très vieux central téléphonique, va falloir le changer. Si vous avez des très vieux postes téléphoniques sur vos bureaux, il va falloir les changer. Impossible de ne pas l'avoir remarqué, la principauté a entamé sa métamorphose pour accueillir 3 grands prix cette année. Le premier sera le e-prix, le 27 avril prochain. Tout se prépare donc pour recevoir visiteurs et monoplaces, et ce, jour
comme de nuit. En effet, la campagne de réfection des enrobés a débuté depuis une dizaine de jours maintenant. Elle concernera le tunnel Louis II et le Portier à partir de ce soir et jusqu'au 22 mars. L'avenue Camille Blanc et le boulevard de France seront eux aussi fermés à la circulation du 25 au 27 mars. À noter que cette campagne concerne également une partie du parcours qu'emprunteront les coureurs cyclistes le 21 juillet prochain pour la dernière étape du Tour de France. La Jeune Chambre économique de Monaco proposait mardi soir une formation intitulée « Travailler et embaucher en principauté », un module gratuit à destination des entrepreneurs souhaitant s'implanter et se développer à Monaco. Les détails dans ce reportage de Yannick Debever et Jean-Alexandre Dordet. Une vingtaine d'entrepreneurs étaient présents ce mardi soir au siège de la Jeune Chambre économique de Monaco. Au programme, une formation proposée en partenariat avec la direction du travail, intitulée « Travailler et embaucher en principauté ». Sur la création d'emplois en principauté, effectivement, on se rend compte que depuis un certain nombre d'années, on est sur une courbe croissante, ce qui est forcément une excellente nouvelle, et ça se confirme d'année en année. On a aussi organisé effectivement dernièrement un forum de l'emploi pour faire connaître la destination Monaco, mais en tant que terre de travail. Donc effectivement, on multiplie un petit peu les initiatives pour montrer qu'à Monaco, il y a de belles perspectives professionnelles notamment. Sur les 10 dernières années, ce sont 14 000 emplois qui ont été créés à Monaco pour une augmentation des employeurs de 18% sur cette même période. Cette heure de formation a pu permettre aux participants de noter les principales caractéristiques du droit du travail à Monaco. Des bases importantes pour intégrer la fructueuse économie monégasque. Mon objectif dans les années à venir, c'est d'ouvrir une société à Monaco, donc forcément, il faut que je me renseigne sur comment faire. Il y a tout sur Internet, mais c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un en physique pour pourquoi pas poser des questions si c'est plus personnel. Je cherche des informations, comment je fais pour développer mon entreprise à Monaco, parce que je suis brésilienne et je suis en process d'habiter ici. C'est important pour moi de savoir comment je fais, comment je peux m'intégrer directement la communauté. En résumé, embaucher c'est bien, mais bien embaucher c'est mieux. Cette formation faisait partie du cycle de création d'entreprises proposé par la Jeune Chambre économique de Monaco. Un cycle qui se poursuit jusqu'à fin juin. Il est temps à présent d'accueillir notre prochain invité. Il s'exprime sur notre antenne à l'occasion de la journée sans viande, une journée symbolique qui montre l'évolution de nos modes de consommation. Conscients de cette tendance, les restaurateurs s'adaptent pour proposer dans leur menu des plats végétalisés. Bonsoir Aurélien Véco. Et bonsoir. Vous êtes chef du restaurant étoilé La Passagère de l'hôtel Belle-Rive à Juan-les-Pins. Comment vous l'analysez, cette tendance du sans viande ? On a décidé de faire un menu, donc on l'a appelé le Green Light, pour la petite information, c'est un menu tout végétal. Donc c'est vraiment pour avoir une valeur ajoutée aussi pour nos clients vraiment qui ne souhaitent pas de viande. Essentiellement, mais aussi de poissons. Hein. On va parler aussi de protéines, de protéines animales. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis quelques 4 ans, et c'est vraiment aussi pour mettre en valeur nos maraîchages, nos légumes essentiellement. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce menu? On y trouve pas mal de choses selon les saisons. On va trouver, par exemple là, l'asperge, les petits pois, qui sont de saison par rapport au printemps. Hein. On va trouver l'été de la tomate, du haricot vert, voilà, tout en respectant les saisons. Comme quoi les alternatives sont nombreuses et qu'il est possible de végétaliser nos assiettes. Exactement. Voilà, on a végétalisé aussi tout ce qui est séquence canapé. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand vous venez manger le menu végétarien, vous êtes du début à la fin végétarien. Donc, pour vous, il est possible de revisiter les plats préférés sans utiliser de viande? Oui, c'est possible. Voilà, c'est possible parce que nous, on en a un petit peu pour tout le monde. Donc, oui. On va utiliser aussi le céréal aussi. Le sarrasin grillé, on va utiliser la graine de courge, on va utiliser le quinoa. Donc ça, on l'utilise
aussi pas mal pour avoir cette addition ajoutée aussi sur un légume. On va faire un quinoa soufflé par exemple sur une betterave fumée pour apporter un petit peu ce côté craquant. On l'a entendu, vous défendez une cuisine de saison, une cuisine locale également, hein. Oui, beaucoup de local, essentiellement au niveau poisson, légumes, farine, etc. On a vraiment, on va dire, réfléchi à ça vraiment période Covid où on a eu un recul un peu différent et une proximité avec les producteurs. Et c'est vrai que ça a développé beaucoup plus. Comme quoi aussi, vous êtes à l'écoute de vos clients, de cette tendance du sans viande. C'est ça, nous on a une clientèle d'Américains qui sont très demandeurs du végétal. Donc en fait, ça nous est venu. Moi, ça m'est venu en me disant, ça va être une valeur ajoutée, voilà. Et puis c'est surtout pour aussi faire plaisir à ceux qui ont envie de manger complètement autre chose, hein. Vous n'avez pas envie de manger un menu avec du poisson, des coquillages. Vous prenez le végétal. Eh bien, merci beaucoup Aurélien Véco d'avoir été notre invité. Ce soir, on le rappelle, vous êtes le chef du restaurant étoilé La Passagère de l'hôtel Belle-Rive à Jouan-les-Pins. Merci beaucoup. Et merci à vous. Retour à présent sur cette journée organisée par le Centre hospitalier Princesse Grace pour mettre à l'honneur ses associations partenaires. L'opportunité pour elles de présenter leurs actions auprès des patients, mais aussi auprès du personnel hospitalier, de quoi montrer l'élan de solidarité qui règne à Monaco autour de la santé et de l'aide à la personne. Le reportage d'Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. La principauté de Monaco est riche d'un large panel d'associations. Le centre hospitalier Princesse Grace travaille avec bon nombre d'entre elles en complémentarité avec le personnel hospitalier. On le fait dans l'intérêt des patients. C'est tout à fait complémentaire aux soins. La présence des associations et des bénévoles en nos locaux permet d'apporter de l'écoute, du réconfort, de l'aide, qu'il s'agisse d'interventions tant en gériatrie, en psychiatrie, mais aussi en médecine, en chirurgie. Nos partenaires associatifs interviennent quasiment dans toutes nos spécialités. Le centre hospitalier Princesse Grace compte 13 associations partenaires. Aujourd'hui, elles sont toutes mises à l'honneur. Toujours en étroite collaboration avec les équipes des soignants. On part du principe que la dernière partie de la vie, c'est peut-être la plus importante. Et ça nous donne l'occasion donc d'accompagner des personnes en fin de vie et de leur apporter ce confort humain et leur faire passer un moment intéressant et important pour eux. Tout le monde connaît la Croix-Rouge pour le secourisme en principauté, mais on a tendance à oublier que la Croix-Rouge est présente également dans tous les établissements du CHPG, que ce soit au CHPG et dans les maisons de retraite, au Cap Fleuri, à la Quétudine et au CR3, où on rend visite quotidiennement tout simplement aux résidents, aux patients, et où on anime également des activités dans les après-midi, où on anime par exemple des lotos, où on passe tout simplement du temps avec les résidents. Le tissu associatif de Monaco accueille régulièrement de nouvelles initiatives. Le printemps des associations a pour vocation de continuer à valoriser l'engagement des bénévoles. Place maintenant à votre rubrique Ceux qui font Monaco régulièrement sur notre antenne. Christine Datomel met en valeur les restaurateurs, les artisans, les commerçants qui participent au rayonnement de la principauté. Bonsoir Christinda. Ce soir, on vous retrouve devant une enseigne qui s'adapte au gré des saisons, des créations et de la demande. Et oui, aujourd'hui, je vous retrouve sur le Rocher devant une fameuse petite boutique Toysmania Corner Store, la boutique préférée de tous les enfants, des adolescents et même des plus grands. Et vous allez voir pourquoi. Cette boutique est née il y a environ une trentaine d'années. C'était une boutique de collection de jouets, de figurines de jouets. Moi, j'ai repris il y a plus d'une dizaine d'années en essayant de diversifier au maximum les produits et l'activité pour être au plus près des locaux, des résidents du Rocher, des travailleurs également. Aujourd'hui, on retrouve 5 univers vraiment différents. Un univers donc toujours pour enfants, adolescents, avec des figurines solaires qui bougent, des marques Harry Potter, Pokémon.
un univers plutôt poétique avec des globes formidables qui tournent tout seuls, accompagnés du Petit Prince, des anges, une gamme de religieux. Ensuite, on a un autre univers qui change en fonction des thèmes tout au long de l'année. On retrouve tous les thèmes, le cirque, la Saint-Valentin, les grands prix, voilà. Et une autre ambiance plutôt d'objets colorés d'un artiste brésilien qui s'appelle Romero Brito, qui personnalise des marques pour Disney. Donc on retrouve un côté enfantin et également poétique, parce que toutes les formes et toutes les couleurs se retrouvent dans ces produits. Et qu'est-ce qui est le plus demandé? Des objets utiles pour se faire plaisir ou pour offrir. Donc après, il faut toujours être inventif, suivre la tendance et naviguer comme ça au gré des saisons et des créations. Vous l'aurez donc compris, ici c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Alors au milieu des bougies, des objets de décoration pour la maison ou encore des figurines pour les enfants, eh bien sachez que bientôt la marque Pylone fera son apparition. Donc pour tous les amoureux de cette fameuse marque colorée, eh bien rendez-vous ici à Monacoville sur le Rocher. On vous retrouve cette fois-ci en studio, Chrisinda, pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de jeudi? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, le temps sera toujours au beau fixe, du soleil et des températures douces au programme. Elles seront comprises entre 13 et 16 degrés. Demain, nous fêterons les clémences. Merci Chrisinda. Ciel clair également prévu ce soir. Je vous invite à lever les yeux vers le rocher. Le palais princier sera illuminé en jaune, une couleur qui se réfère au Tour de France, dont l'édition 2024 débutera dans 100 jours exactement. Et comme vous le savez, le départ de la dernière étape aura lieu ici même, en Principauté. On se quitte en images avec l'arrivée du printemps. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.